Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je me présente, David Carter, conseiller à la direction des communications au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour la présentation des membres de la première haute direction de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Sans plus tarder, j'invite M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, à prendre la parole. Merci beaucoup, David. Écoutez, salutations à ma collègue Marie-Ève. C'est un plaisir d'être chez toi depuis hier. Puis on a eu l'occasion de faire, des magnifiques visites de différentes entreprises, mais naturellement, les entreprises qui sont dans le secteur agroalimentaire, bioalimentaire, bien, ça suscite chez moi encore un peu plus d'intérêt. Puis les entreprises que tu as choisies hier, qu'on puisse visiter, c'était vraiment très, très inspirant. Monsieur Soucy, je ne sais pas ce qu'il est ici. Monsieur Soucy, bonjour, Monsieur Soucy. Monsieur Hudon, est-ce qu'il est là? Monsieur Hudon, j'ai vu Gilbert Marquis qui est là. Écoutez, les gens de la Pocatière, les centaines, les milliers de personnes qui sont en ligne, qui nous écoutent, les gens de Saint-Hyacinthe, tous les amis de l'ITAQ, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, et puis surtout aussi tout le personnel de l'ITAC, qui soit ici à Saint-Hyacinthe, ici à la Pocatière, à Saint-Hyacinthe. La conférence de presse est diffusée en ligne, puis on a plusieurs personnes qui sont à l'écoute. Ça fait que je veux vous saluer puis vous dire à quel point, je suis très, très heureux d'être ici aujourd'hui, puis surtout aussi très touché, parce que c'est un aboutissement, mais en même temps, c'est un commencement. Mais c'est l'aboutissement d'un processus, je vous dirais, qui a commencé. Ça ne faisait pas 2 semaines que j'avais été investi des fonctions de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Et puis, j'étais en discussion avec le sous-ministre à l'époque, qui avait 42 ans au ministère de l'Agriculture. Puis, un des premiers dossiers, puis Dieu sait qu'il y en a des dossiers à briefer un ministre là, au ministère de l'Agriculture, mais un des premiers dossiers dont il m'a parlé, ça a été le dossier de l'ITA. D'un côté, c'était quelqu'un qui était complètement vendu puis visionnaire par rapport à l'importance de l'ITA, qui est notre vaisseau amiral dans tout l'écosystème de la formation bioalimentaire au Québec. Puis en même temps, c'est quelqu'un qui avait une connaissance fine des limitations, puis des enjeux, ultimement, qui allaient porter atteinte à la pérennité de l'ITA, si on laissait les années se continuer telles qu'elles étaient. Et puis, il m'a comme lancé un cri du cœur en disant, Monsieur le ministre, il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour l'ITA parce que c'est essentiel pour le Québec. Puis en même temps, c'est une institution qui a les 2 mains attachées puis qui a les 2 pieds attachés. Puis que ça ne pourra pas remplir sa mission, la mission dont elle était investie. Puis j'ai regardé ça bien comme il faut, puis honnêtement, ça ne m'a pas pris de temps à comprendre à quel point c'est stratégique pour le Québec. C'est stratégique pour tout notre secteur agroalimentaire. Puis, ça n'a pas été long. Je pense que c'est le 18 novembre. J'avais une rencontre avec le premier ministre pour lui parler de mes priorités. Ça faisait un mois que j'étais en poste, puis il parlait un peu de à quoi allaient ressembler mes priorités. Puis, une des 6 priorités que j'avais mises, c'était vraiment de moderniser l'Institut de technologie agroalimentaire pour qu'elle puisse vraiment exercer son rôle de vaisseau amiral. Puis, ce souhait-là, oui, c'est devenu le souhait du ministre. C'est devenu ultimement le souhait du premier ministre, mais aussi, ça s'inscrivait dans une longue lignée de souhaits qui ont été manifestés depuis des années, des années, des années par tous les gens de la communauté de la formation en agroalimentaire au Québec. Puis, après avoir vraiment décidé que je m'en allais là, on a donné un mandat pour faire répertorier tout ce qui s'était fait, tout ce qui s'était dit, les comités, les études, les ébauches de projets de loi. Puis honnêtement, on est remonté, ça c'est en 2019, on est remonté 27 ans en arrière. Ça veut dire qu'on est remonté jusqu'à, 1992. Puis j'ai un beau document qui démontre toutes les réflexions, toutes les suggestions, tout ce qu'il y a eu. Mais ultimement, puis là je ne lance pas la pierre à personne, mais j'étais devant un fait, c'est qu'il y a tout eu cette manifestation-là de besoin pour l'ITA, mais malheureusement, il n'y avait rien qui avait été fait. Fait que ça m'a donné encore une motivation additionnelle de voir qu'il y avait tout ce potentiel-là, puis que pour des raisons X, que ce potentiel-là n'avait pas été, on n'y avait pas donné moyen de se réaliser. Fait que c'est vraiment,
aujourd'hui, le dépôt du projet de loi 77, l'adoption du projet de loi 77 qui venait créer l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. C'était marquant, mais c'est certain que le vrai départ, parce que ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un départ, bien, le vrai départ, il est demain. C'est le 1er juillet. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est certain que c'est demain que prend naissance l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, mais ce n'est pas une nouvelle institution, on le sait bien, hein? Puis c'est quelque chose qui va... Moi, je vois ça un peu comme une chenille qui va devenir un papillon, un peu, si on veut. Puis, si on parle de l'origine de l'ITA, c'est sûr qu'on a eu 1859, c'est la première école d'agriculture qui était ici à la Pocatière. 1892, on a eu l'école des laiteries de Saint-Hyacinthe. Toutes ces années-là, jusqu'aux années 60, c'était le ministère de la Colonisation qui avait la responsabilité de ces deux institutions-là. On a eu la création du ministère de l'Éducation. On a eu le changement de nom. Nos écoles, à un moment donné, se sont venues à se faire appeler des ITA, des Instituts de technologie agroalimentaire. En 1975 ou 1976, on a intégré le réseau des études collégiales pour que ça vienne une formation habilitante, là, un diplôme, un DEC comme tel, en fonction des critères à l'époque qui était le ministère de l'Éducation, aujourd'hui c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Après ça, on a vu quelques années plus tard le pendant anglophone à McDonald's, que l'ITA a contribué à le programme Tron, là, qui est GTEA, qui a été transféré pour faire en sorte que cette formation-là puisse se donner aussi au niveau anglophone. Au début des années 80, on a vu apparaître dans différents cégeps, on a vu des programmes d'agriculture apparaître, puis c'est pas compliqué, c'est que les agriculteurs, les agricultrices, il y en a qui aimaient bien ça, voir partir leurs enfants à la Pocatière ou à Saint-Hyacinthe pour aller apprendre l'agriculture, mais il y en avait besoin, ces fermes. Fait qu'ils ont dit, y a-t-il moyen qu'on ait des cours d'agriculture près de chez nous? Alors, l'ITA, tous ces programmes-là ont été donnés, si on veut, au réseau collégial, puis il y a un certain nombre d'institutions qui ont pu commencer à bénéficier de ces programmes-là. Puis après ça, 2003, il y a eu un changement encore où là, bien, les ITA sont devenus l'ITA, une grande école avec deux campus. Puis, bon an, mal an, depuis des années, on a vu à peu près entre 800 et 1000 étudiants, diplôment plus que 50 de tous nos gens qui sont en formation agroalimentaire. Il y a près de 300 membres personnels enseignants, non enseignants. Puis, on a un parc immobilier de fermes, de laboratoires, de serres, de jardins, toutes sortes d'utilités qui font en sorte qu'on a entre les mains vraiment un véhicule extraordinaire pour accompagner puis propulser la formation de tous nos jeunes, de notre relève au niveau agroalimentaire. Puis, bien, pourquoi l'ITAC? Pourquoi créer l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec? Bien, c'est à travers l'évolution des ITA puis de l'ITA jusqu'à aujourd'hui, il y avait une constante. Bien, c'était lié à un ministère. Puis c'était traité comme une direction de ministère. Puis qui dit ministère, bien, dit un cadre d'opération qui est le cadre d'un ministère. Mais pendant ce temps-là, on a toutes les maisons d'enseignement supérieur au Québec, qu'eux autres ne sont pas traités comme un ministère, sont traités comme des maisons d'enseignement supérieur avec certaines particularités de leur cadre de développement, leur environnement pour se déployer, qui fait en sorte que depuis des années, ce qu'on a pu observer vraiment, c'est de voir que ce cadre-là, qui était mal adapté pour l'ITA, bien, venait vraiment lui poser un enjeu de compétitivité, si on veut, par rapport à les autres institutions collégiales qui pouvaient avoir dispensé une formation en agroalimentaire. Alors, aujourd'hui, en créant l'ITAQ, ce n'est pas la boîte à miracles, on s'entend là-dessus, mais ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient sortir l'ITA du ministère. On vient créer, dans le jargon du gouvernement, on vient créer un organisme autre que budgétaire, qui va avoir son propre conseil d'administration, sa propre direction générale, mais qui va pouvoir concrètement, ça va faire une différence significative au niveau de la façon dont elle va pouvoir gérer ses ressources humaines, avoir accès à du capital humain stratégique de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ça va l'aider au point de vue comment naviguer dans ses investissements, dans ses immobilisations. Ça va permettre à l'ITAQ d'avoir accès à des fonds de recherche. Hein, parce que l'ITAQ, l'ITA, jusqu'à aujourd'hui,
quand même qu'on veut faire de la recherche, on peut avoir des belles initiatives et tout ça, mais on veut se revirer de bord, puis on veut disposer, que ce soit le ministère de l'Agriculture, le MAPAC, là, on a donné depuis 10 ans plusieurs millions de soutiens, de subventions à la recherche dans différents cégeps au Québec. Bien, on n'avait pas le droit d'en donner à l'ITA. Le gouvernement fédéral, je veux dire, a plusieurs initiatives pour venir accompagner la recherche appliquée au Québec pour nos maisons d'enseignement. Bien, l'ITA n'avait pas accès à ces possibilités-là. Alors, à partir du 1er juillet, bien, l'ITA va avoir accès à ces possibilités-là. Ultimement, l'ITA, si elle en a l'ambition, puis si le ministère de l'Enseignement supérieur contemple l'idée d'accroître le nombre de centres collégiaux de transfert technologique au Québec, bien, l'ITA va pouvoir postuler puis soumettre un projet, puis ultimement, pour avoir son centre collégial de transfert technologique. L'ITA, il était à la source de 2 centres de transfert technologique. On en a un qui est dans Bâtisse ici, mais ne pouvait pas être le promoteur de ce projet-là. Alors, à partir de demain, bien, s'il arrivait un projet comme ça, bien, ça va être dans les possibilités de l'État, mais de l'ITA, mais au-delà de la question des CCTT, là, ça c'est un véhicule, mais d'avoir une capacité pour la recherche, puis de se faire soutenir, bien, ça va ouvrir certainement de très belles opportunités à l'ITA. L'autre chose aussi, ça va permettre à l'ITAQ de recueillir des dons, d'avoir une fondation. Ça va lui permettre de générer des revenus autonomes qu'elle va pouvoir conserver. Tu sais, on a eu des situations ici, de par le fait qu'on est avec la fonction publique et tout ça, bien, on a été appelé à déconstruire une partie de nos activités de formation continue quand c'est un peu le futur, puis en même temps, ça génère des revenus, bien, de par les contraintes qu'on avait, on a été obligé de se tirer dans le pied, tu sais, depuis un certain nombre d'années. Alors, les nouveaux attributs d'opération de l'ITAQ vont lui permettre de générer des revenus, puis de pouvoir accumuler ces revenus, recueillir des dons. Ici, combien d'exemples qu'on m'a donnés, combien d'agriculteurs ou d'entreprises qui voulaient venir en soutien à l'ITA de toutes sortes de façons, puis on n'a pas le droit d'accepter. Après ça, où on produit des choses ici, on voudrait les vendre à quelque part, on n'a pas le droit. On est obligé de les donner. En tout cas, on peut faire une longue liste, puis comme je dis, ce n'est pas en boîte à miracles, mais c'est juste permettre à cette institution-là d'avoir des moyens qui sont semblables aux autres maisons d'enseignement supérieur. Puis le potentiel qu'elle a, l'ITAQ, bien, elle va avoir les outils pour aller au bout de son potentiel. Alors, pour moi, c'est certainement une très, très bonne nouvelle. Puis, au-delà d'en faire un organisme autonome, bien, le défi de l'ITAQ, là, je vous dirais, ça va être de faire en sorte que ça devienne beaucoup plus que la somme de ses parties. Parce que pendant presque 100 ans, ça a été 2 écoles, l'ITA. C'était l'école de la Pocatière puis l'école de Saint-Hyacinthe. Puis subitement, en 2003, c'est devenu une institution avec 2 campus. Mais moi, je vous dirais, je ne suis pas dans les affaires à tous les jours de l'ITA, là. Mais juste de suivre ça de loin un peu, puis de regarder, depuis que je suis en poste, d'avoir les antennes ouvertes, puis d'écouter, bien, ce que j'ai réalisé, c'est que, oui, on a depuis 2003 une institution qui s'appelle l'ITA, qui a 2 campus, mais cette institution-là, au moment où on se parle, elle n'est pas davantage que la somme de ces 2 campus. Mais en réalité, cette institution-là, elle a un potentiel, puis elle a l'obligation de devenir beaucoup plus que juste l'addition de ressources puis d'immobilisation à la Pocatière, puis l'addition de ressources puis d'immobilisation à Saint-Hyacinthe. Il y a une vision qui peut être mise en place, il y a une vision qui peut être réalisée, qui peut faire en sorte que l'ITAQ, ça ne fera pas 1 plus 1 qui va faire 2, ça va être 1 plus 1 qui va faire 3, qui va faire 4, puis qui va faire 5. Puis il y a toute une question de leadership aussi. Quand on diplôme, là, 50 plus que 50 des élèves, quand on a les installations, quand on a l'héritage dont on dispose, quand on a un corps professoral, tout l'historique de notre institution, bien, on va mettre ça à profit, au profit de toute l'organisation. Puis, ultimement, il y a un leadership qui va découler de ça. Puis, il y a un pouvoir d'attraction aussi qui va découler de ça. Puis, je vous dirais que le mandat qui s'en vient ou qui va s'en aller, c'est sûr qu'il a rassemblé. Ça, c'est la première des choses. C'est plus qu'1 plus 1, l'ITAQ, là. Après ça, il a mobilisé. Mais après ça, ça va être d'innover. Puis, on va tous avoir les moyens pour pouvoir innover. Puis, si on rassemble, on mobilise,
on innove, bien, on est appelé à briller. Puis c'est ça. Moi, c'est ça que la vision. Je suis bien ému quand je parle de ça parce que moi, de tout ce dans quoi j'ai été impliqué dans ma vie, j'en ai fait des affaires dans ma vie. L'affaire, pour moi, qui a le plus de signification que j'ai jamais faite, c'est de m'attaquer à ce projet-là, puis voir naître ce projet-là au bénéfice des générations futures de la relève agricole du Québec. Puis, honnêtement, ce succès-là, le succès de l'ITAQ, il va devenir le succès de toutes ses composantes. Puis là, oui, il va devenir le succès des partis qui sont associés à l'ITAQ. Oui, ça va devenir le succès du campus de l'Apocatière. Oui, ça va devenir le succès du campus de Saint-Hyacinthe. Mais une chose qui est sûre, c'est que si toutes ces parties-là n'ont pas de succès, c'est parce que l'ITAQ comme tel n'aura pas de succès. Puis si l'ITAQ a du succès, tout ce qui est le tissu de ce que va être l'ITAQ va avoir du succès. C'est comme condamné à fonctionner puis avoir du succès tout ensemble. Puis pour mener à bien ces défis-là, bien écoutez, aujourd'hui, j'ai à côté de moi Aïcha Issa et puis Alain Chalifot. Et puis d'abord, c'est sûr que l'ITAQ va être sous la responsabilité d'une directrice générale puis d'un CA. Aïcha, c'est une dame, première des choses, c'est un docteur en sciences physiques. J'ai ses compétences ici, mais je vous les répéterai ça, mais une maîtrise en économie rurale, elle a des formations en performance, en système de gestion continue, mais le trait constant qu'elle a eu dans toute sa carrière, c'est son grand intérêt pour tout l'agroalimentaire, l'agriculture puis la transformation alimentaire. Puis Aïcha, elle connaît le territoire du Québec comme ça. Elle a travaillé pour la Sokia il y a bien des années pour prospecter puis développer des entreprises agricoles partout au Québec. Elle a travaillé pour des grands transformateurs. Elle a mis au monde le conseil le conseil... Comment? Le Conseil de l'industrie bioalimentaire de Montréal. Fait que c'est quelqu'un, qui connaît le territoire, qui connaît l'agriculture, qui connaît la transformation alimentaire. Mais moi, ce qui m'interpelle, on a eu plusieurs discussions ensemble, au-delà d'être une femme avec énormément de talent et de ressources, c'est sa vision, puis comment elle voit l'innovation pour une organisation comme l'ITAQ. Alors, c'est Aïcha qui, à partir de demain, malgré qu'elle a commencé à travailler, mais pas sur le payroll encore, ça commence demain, mais c'est Aïcha qui va assumer la direction générale de l'Institut. Après ça, on a un conseil d'administration qui va avoir 15 membres. Sur les 15 membres, il y a 7 membres de par la loi qui sont associés à l'ITAQ. Alors, on va avoir un professeur qui vient de l'Apocatière, on va avoir un professeur qui vient de Saint-Hyacinthe, on va avoir un étudiant qui vient de l'Apocatière, on va avoir un étudiant qui vient de Saint-Hyacinthe. Et puis après ça, en alternance, à tous les 3 ans, on va avoir un représentant du personnel non enseignant. Premier conseil d'administration, bien, ce représentant-là va venir de l'Apocatière dans 3 ans. Après ça, il va y avoir une alternance avec Saint-Hyacinthe. Alors, on a 5 personnes qui sont là. Après ça, on a d'associés à l'organisation, on a la directrice générale, puis aussi, on a la directrice des études. Je ne sais pas, est-ce que Monique est ici? Monique, elle est là-bas. Alors, Monique Lambert est en poste ici depuis 3 ans à l'ITA, ici à l'Apocatière. Et puis, elle assumait de façon intérimaire, ou je ne sais pas trop le poste, comment c'était patenté et organisé, là, mais la direction des études, dans le contexte qui était celui de l'ITA, dans le contexte où on était une direction de ministère. Mais Monique a manifesté l'intérêt de devenir la première directrice des études de l'ITAQ. Mais en même temps, c'est une femme d'une grande qualification. Puis, pour avoir discuté avec elle le soir où je lui ai annoncé, que je l'ai appelé pour lui dire qu'elle allait être non seulement une candidate, mais qu'elle allait être retenue. Puis après ça, je l'écoutais discuter. On avait une petite rencontre de groupe hier, puis juste partager un peu sa vision, ses constats. Puis je la voyais déjà échanger avec Aïcha. On va tous avoir une chimie dans cette équipe-là. Puis je m'attends à ce qu'on ait des belles retombées, des contributions de Monique, qui est une fraîchement doctorante depuis le mois de mars, qui a complété ses études. Alors, félicitations. Mais elle a énormément de vision et de contributions à apporter à l'ITAQ. Au-delà de ça, il y a 8 membres indépendants. Alors, moi, je me suis dit, écoutez,
Il y a 7 membres que déjà, eux autres, le pain puis le beurre, c'est l'ITAQ, puis ils vont comme avoir ça détampé dans le front. Là. Fait que moi, ce qui est important, c'est d'aller chercher des gens, des gagnants, des gens qui sont passionnés par l'agroalimentaire, des gens qui sont passionnés par l'importance d'avoir une relève qui est hyper qualifiée, puis des gens qui ont envie de s'investir au bénéfice de l'ITAQ. Puis le président du conseil d'administration, c'est M. Alain Chalifou. Alain, il personnifie tellement ce que ça prend pour l'ITAQ. Alain, la famille Chalifou, c'est 100 ans, c'est 4 générations. C'est une entreprise à grand succès. Alain, c'est un diplômé de l'ITA. Son père est un diplômé de l'ITA. Si aujourd'hui, il peut prendre de son temps puis décider de s'investir pour faire un succès de l'ITAQ, c'est parce que Laiterie Chalifou, leur entreprise, a eu un grand succès. Puis elle a eu un grand succès, elle célèbre 100 ans d'existence. En 100 ans, si elle a eu un grand succès, c'est parce qu'ils ont su évoluer, ils ont su s'adapter, puis ils ont su innover, puis ils ont su composer avec l'incomposable ou des fois des impondérables. Mais ça a été un grand, grand succès, l'histoire de la Laiterie Chalifou jusqu'à aujourd'hui. Puis Alain, en plus, a été pendant 5 ou 6 ans président du conseil d'administration du cégep de Sorel-Tracy. Alors, quand je l'ai appelé, puis j'ai parlé pour être membre du conseil, puis après ça, d'être président du conseil, je vais vous laisser vous partager ce qu'il m'a dit, mais on peut compter sur une personne de grandes ressources qui est prête à s'investir corps et âme là, pour le succès de l'organisation. Puis après ça, les 7 autres membres, écoutez, chacune des personnes qu'on a choisies, okay, c'est tous des gens qui ont eu un grand succès dans ce qu'ils font. Je vais donner un exemple. Marie Gosselin. Marie, elle a étudié en agronomie. C'est une femme de 58 ans. Très jeune, son père était dans l'agriculture. Ils ont fondé les Serres du Saint-Laurent. Marie, jeune, a pris la direction des Serres du Saint-Laurent. Puis, au-delà d'être une femme d'affaires qui a eu beaucoup de succès, elle a créé la marque Savoura. S'il y a un nom là, dans le secteur maraîcher horticole, on parle d'un brand, si on veut, là, Savoura, c'est un brand extraordinaire. Moi, j'ai dit à Marie, j'ai dit, nous autres, on a un brand à créer à l'ITAC. Dans 10 ans d'ici, là, il faut qu'il n'y ait plus personne qui se demande c'est quoi l'ITAQ, puis que ça rayonne pas juste au Québec. Fait que l'histoire de gagnante que toi, tu as mis en place avec les Serres du Saint-Laurent et Savoura, je veux que ça déteigne sur ce qu'on veut faire avec l'ITAQ. On a Renée Michaud, qui est directrice générale de l'INAF, l'Institut de nutrition d'aliments fonctionnels, qui est lié avec le ministère de la Faculté de l'agriculture de l'Université Laval. Mais depuis 20 ans, l'INAF, qu'est-ce qu'ils font? Eux autres, c'est de la recherche puis du travail serré, tout ce qui touche de la terre à la table. Ils s'intéressent à tout dans le processus. Puis René coordonne à peu près le travail de 130 chercheurs qui sont investis dans tout ce qui est de la terre à la table. Elle a tout un réseau, elle a toute une passion pour la recherche, elle a toute une passion pour l'agroalimentaire. Tantôt, je vous ai parlé un petit peu des opportunités qui vont s'offrir à l'ITAQ au point de vue de la recherche. Puis ce n'est pas une affaire que demain on fait une révolution, là. Ça va être des opportunités. C'est certainement une personne qui va être d'un conseil puis d'un apport extraordinaire pour nous aider puis nous accompagner, que ce soit par ses connaissances, que ce soit par ses réseaux et tout ça, pour venir nous accompagner. Je peux faire le tour comme ça pour chacun des membres, mais à un moment donné, honnêtement, chacune des personnes, les gens qui sont liés à l'agriculture, on a une étoile de l'agriculture de proximité qui a été un des fondateurs puis un leader du réseau des fermiers de famille, qui aujourd'hui qui a une relève de 4 enfants, puis qui vivent très bien de ce nouveau modèle-là, si on veut, d'agriculture. En même temps, on a quelqu'un qui, au-delà de venir d'une grande famille agricole, puis d'être associé avec son conjoint dans une grande entreprise d'exploitation agricole, qui, oui, est une grande entreprise agricole, mais qui est un leader en termes de pratiques agro-environnementales, en termes d'agriculture durable, cette personne-là aussi, Chantal Van Winden, la fameuse famille Van Winden, Chantal aussi, en 2014, elle a lancé une entreprise qui s'appelle Oliméga à partir de la cameline. Elle a commencé la culture de la cameline, puis faire un produit transformé qu'aujourd'hui, elle n'en vend pas juste au Québec, elle en vend en Europe, elle en vend en Asie. Puis chaque semaine, les commandes sur Amazon, sur l'Internet, c'est une palette de plus, une palette de plus, puis une palette de plus. Puis Chantal, ce qu'elle fait, elle se promène partout au Québec. Puis elle veut trouver des partenaires parce qu'elle est rendue qu'elle cultive peut-être 350 hectares de cameline. Pas tout à elle,
mais elle va chercher des partenaires partout au Québec, des agriculteurs pour en cultiver de la cameline, pour être capable d'augmenter son chiffre d'affaires. Mais en même temps, la cameline, bien, ça a des produits que dans des rotations de culture avec d'autres cultures, bien, ça vient aider beaucoup d'une façon tout à fait naturelle à combattre des ennemis des cultures dans le domaine du maïs. Alors, d'insérer la cameline dans des pratiques de culture quand on veut amener nos grands exploitants agricoles à diversifier puis à sortir de la monoculture ou de la duoculture, bien, tu sais, à un moment donné, ça prend un équilibre, mais cette femme-là est investie dans la recherche aussi de cet équilibre-là. Fait que, écoutez, je les nommerai pas toutes, mais c'est une équipe exceptionnelle qu'on a réussi à mettre en place. Aïcha, son port d'attache va être Saint-Hyacinthe. En même temps, c'est très clair, mais aussi, elle intègre ça tout à fait. Tu sais, elle va partager son temps entre Saint-Hyacinthe puis la Pocatière. Madame Lambert est basée ici à la Pocatière. En même temps, bien, elle va être appelée, elle, à se déplacer vers Saint-Hyacinthe aussi à l'occasion. Puis après ça, bien, toutes les ressources, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, tu sais, la directrice générale de l'ITA, c'est la sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire. Et puis tous les services qui sont loués, on parle d'immobilier, on parle de finances, de communication. Oui, il y a des choses qui se font dans les campus, mais ultimement, toute la structure des ressources, c'est autour du ministère. Alors, sur un certain nombre de mois, on va mettre en place une structure qui va venir assumer la gestion de l'ITAQ, qui va être en dehors du ministère. Puis, de par les obligations que l'ITAQ va avoir envers le ministère de l'Agriculture pour son financement, bien, il y a vraiment une obligation qui va prescrire que la répartition des effectifs là, qui sont liés à la gestion de l'ITAQ, bien, ça va devoir être une répartition qui est équitable entre les campus de la Pocatière et les campus de Saint-Hyacinthe. Puis ça, c'est quelque chose qui va être dans... Le ministre, par la loi, l'article, je pense l'article 2, a la capacité d'imposer ou de faire des demandes à l'ITAQ, d'imposer. Alors, pour les conditions de financement, si on veut l'ITAQ, bien, une des conditions qui va être imposée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une répartition équitable des employés liés à la gestion là, de l'institution. Une répartition équitable entre la Pocatière et puis Saint-Hyacinthe. Et puis, si il devait y avoir des changements à cette politique-là, bien, l'ITAQ, le conseil d'administration, va devoir en faire la demande au ministre, puis expliquer vers où ça s'en va, puis pourquoi et tout ça. Là. Mais c'est quelque chose qui va être inscrit dans les documents là, qui vont lier le financement puis le ministère de l'Agriculture avec l'ITAQ. En terminant aussi, on ne peut pas parler de l'ITAQ sans parler d'immobilisation. Que ce soit ici à la Pocatière ou que ce soit à Saint-Hyacinthe, il y a des grands besoins en amélioration. Il y a des besoins en maintien d'actifs, puis il y a des besoins aussi en nouvelle construction, en modernisation. Et puis, on a, au plan québécois des infrastructures, on a 59 millions, 500 000 $ qui sont alloués pour l'ITAQ, pour des nouveaux bâtiments. Puis après ça, il y a plusieurs millions qui sont disponibles dans les budgets d'opérations courantes, si on veut, là, pour du maintien d'actifs. Alors, spécifiquement pour la Pocatière, puis là, je ne veux pas que vous voyez ça comme une annonce. Je ne vous fais pas une annonce, mais je veux vous donner une idée d'où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on veut accomplir ici à la Pocatière. Okay? Première des choses, en maintien d'actifs, là, on a un programme qui prend effet là, 2021-2022, là, où on a les évaluations qu'on a, c'est 12,3 millions de dollars là, sur quelques années qui vont être investis là, pour faire des investissements de maintien d'actifs là, très, très importants. Là. Sans aller dans le détail, là, j'ai étendu un petit peu, là, des choses qui vont être faites, que ce soit tous les systèmes de contrôle du bâtiment, mise à niveau nos plomberies, les toilettes, réflexion de l'enveloppe du pavillon B, toute la question de la bergerie meunerie, là, la stripper, préparer la coquille pour des travaux futurs. Fait qu'il y a un ensemble de travaux là, qui vont être déclenchés. Il y en a qui vont être déclenchés cet été, il y en a que ça va être dans le cours de la prochaine année à suivre, mais il y a vraiment un plan bien arrêté là, au niveau
niveau du maintien des actifs, là, à hauteur d'un peu plus de 12 millions de $. L'autre chose qu'on a aussi, c'est qu'on a un comité qui est en place, puis les travaux sont avancés, OK, pour avoir un nouveau bâtiment. Une nouvelle construction qui serait ici à l'ITAQ. Puis cette première, parce qu'il va y en avoir quelques-unes avec les argents qui sont disponibles, il va y avoir quelques constructions qui vont pouvoir se faire au fil des temps. Mais le premier dossier sur lequel les gens travaillent ici, il y a un comité à l'interne qui travaille déjà depuis plusieurs mois. Puis naturellement, bien, à partir du moment où nos gens deviennent en charge, bien, je vous dirais que le mandat, c'est de crier puis c'est de pousser pour faire en sorte que ces projets-là puissent se matérialiser le plus tôt possible. Mais un premier projet qu'on a, c'est vraiment un bâtiment multi-élevage qui puisse être une nouvelle construction qui va être ici. Sans aller dans le détail du nombre de millions, mais je peux vous dire que c'est un investissement là, qui va être quand même de plusieurs millions de dollars. Au niveau des investissements, là, maintien d'actifs, il y a un plan bien arrêté avec une feuille de route là, qui est à travailler puis à faire arriver, là, mais on parle, c'est ça, de plusieurs millions. Puis après ça, au niveau des nouveaux bâtiments, sur le 59-500 millions, demandez-moi pas, il y a combien qui va aller à la Pocatière, il y a combien qui va aller à Saint-Hyacinthe, honnêtement. Encore là, tout est dans une question de répartition équitable. Là. Il n'y a pas de montant d'attaché à une place ou à une autre, mais c'est tout dans une question de donner les moyens à nos établissements d'offrir la prestation de service qui est digne en 2021 là, de ce à quoi nos étudiants là, doivent s'attendre et peuvent s'attendre. Alors, c'est ça qui est l'objectif. Alors, écoutez, en terminant, je veux remercier puis je veux féliciter Aïcha puis Alain. Hier, je parlais avec eux puis je leur disais, bien, écoutez, dans le fond, c'est une bonne affaire, vous ne saviez pas trop dans quoi vous embarquez, c'est pour ça que vous avez dit oui. Ils vont l'apprendre en cours de route parce que de sortir une organisation comme l'ITA d'un ministère puis d'en faire un organisme autonome, là, il va y avoir des écueils. Puis c'est pas une marche dans le parc. On s'entend là-dessus, mais on a des gens de talent qui vont faire ce travail-là. Puis, je les remercie, puis aussi tous les membres du CA là, qui ont accepté aussi de s'investir puis de mettre leur talent au profit de l'ITAQ, du succès de l'ITAQ. Puis ce succès-là, bien, ça va être un succès qui va être collectif. Puis ça va commencer par être un succès qui va être la mise en commun, si on veut, là, de tout le talent puis de l'engagement qu'on retrouve déjà aujourd'hui même au sein du personnel de l'ITAQ. Ça, c'est le premier vecteur là, de réalisation puis de talent, là, c'est ceux-là qui sont déjà en place. Là. Okay? Deuxième des choses, bien, ça va être la mise en commun de tout ce talent-là qui est déjà là, avec ces nouvelles ressources-là qui se joignent à l'ITAQ au niveau de la direction générale, au niveau du conseil d'administration. Puis dans les mois qui s'en viennent, bien, il va y avoir des nominations pour mettre en place cette équipe-là qui va diriger l'ITAQ. Alors, c'est la mise en commun de tout le personnel qui est là aujourd'hui avec ces nouvelles ressources-là. Puis ces deux groupes-là qui vont faire juste un, bien, eux autres, ils vont bénéficier d'outils qui n'existaient pas avant pour être capables de développer l'ITAQ. Afin que ça va être la mise en commun de tout ce talent-là puis ces ressources-là avec ces nouveaux outils-là. Puis, moi, si je me suis embarqué dans cette aventure-là, puis que le premier ministre a acheté ça, parce que, c'est un grand vote de confiance envers l'ITAQ, c'est un grand vote de confiance envers la Pocatière, c'est un grand vote de confiance envers Saint-Hyacinthe, mais c'est un grand vote de confiance envers, notre vaisseau amiral pour la formation bioalimentaire, pour notre relève bioalimentaire au Québec. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes, puis ceux-là qui nous écoutent, je vous souhaite le plus grand des succès. Puis moi, naturellement, je souhaite une longue vie à l'ITAQ. Merci beaucoup. Merci, M. Lamontagne. J'invite maintenant Mme Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, à prendre la parole. Merci. Merci, André, d'être ici pour cette annonce importante. Pour moi, c'était crucial que tu y sois aujourd'hui, puis tu as acquiescé à ma demande. Donc, j'apprécie beaucoup ta présence, André. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska, Sylvain Hudon, maire de la Pocatière, Louis-Georges Simard, que je vois dans la salle, maire de Rivière-Ouelle, M. Chalifou, président du conseil d'administration de l'ITAQ, Aïcha Issa, directrice générale à partir de demain, Jean, dans l'assistance virtuelle, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très fière aujourd'hui d'être avec vous pour cette annonce importante pour la région.
L'annonce de la création de l'ITAC permettra indéniablement à la formation en agriculture de faire un bond en avant. Nous en avions besoin au Québec. C'était important aujourd'hui pour moi, comme député de Côte-du-Sud, que M. Lamontagne, comme je le disais tout à l'heure, soit présent ici pour démontrer à quel point la Pocatière est un des 2 pôles névralgiques dans la création de ce nouvel établissement. Aujourd'hui, nous positionnons toute la région pour l'avenir et c'est très positif. Beaucoup d'informations ont circulé au cours des dernières semaines sur ce dossier et il était crucial pour moi que nous revenions avec le ministre de l'Agriculture sur cette importante annonce pour le Québec de la création de l'ITAC et qui aura des répercussions très positives ici, mais pour tout le Québec et les agriculteurs de l'avenir. Je reconnais au passage le travail et la collaboration des élus locaux dans la représentation pour faire valoir la Pocatière dans ce dossier. Nous avons été nombreux à interpeller le ministre. De mon côté, j'ai fait mon travail. Je l'ai fait différemment dans le respect des orientations et de la vision de mon collègue, ministre de l'Agriculture, qui travaille lui aussi très fort pour faire évoluer l'agriculture au Québec et qui a aussi la capacité de mobiliser de très grandes forces pour faire avancer ce secteur d'activité qui avait besoin de rattrapage. Ses oreilles ont été témoins du travail que j'ai mené puisque ça fait 2 ans que je lui parle de l'importance de la Pocatière. Au cours des derniers mois, j'ai su lui faire la démonstration, tout comme plusieurs acteurs de la région, lui faire la démonstration de l'ITA comme symbole de la région et de l'apport de ce campus au développement de l'agriculture au cours de l'histoire du Québec. Il m'a entendu et s'est ajusté pour le mieux. Et sachez que pour lui, il n'a jamais, au grand jamais, été question de mettre la Pocatière de côté. Mais il fallait le reconnaître davantage pour moi et il l'a fait. J'ai fait aussi mon travail pour les régions parce qu'au même titre que Saint-Hyacinthe, la Pocatière est un des 2 pôles incontournables de la nouvelle ITAQ. La Pocatière est partie intégrante maintenant de l'évolution et de la transformation de ce nouvel établissement d'enseignement crucial dans la formation des agriculteurs et dans l'évolution de l'agriculture partout au Québec. Ce n'est ni à Rouyn, ni à Gaspé, ni à Maniwaki qu'on a mis l'ITAQ, mais c'est bien à la Pocatière et Saint-Hyacinthe. Travailler comme politicien, ce n'est pas se faire voir ou alimenter les journalistes à chaque minute. Travailler, c'est obtenir des gains pour l'avenir de notre région. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous en déclarant que la Pocatière sort gagnante de cette transformation. En plus d'avoir formé des milliers d'agriculteurs qui ont développé notre territoire depuis 100 ans, on permet aujourd'hui à ce symbole local, ce symbole phare de l'agriculture au Québec, de se positionner avantageusement pour l'avenir et de déployer avec Saint-Hyacinthe une véritable synergie pour encore mieux former nos agriculteurs et aussi innover en tenant compte, par exemple, davantage de l'environnement dans nos approches du territoire. En arrière-scène, j'ai travaillé avec acharnement à faire valoir ce que représente l'ITA pour toute la Côte-Sud. L'abbé Maurice Proulx, figure marquante de l'agriculture au Québec et enseignant aussi à l'ITA, est natif de mon village. Il fait partie de nos fiertés locales de Saint-Pierre à la Pocatière. Excusez. Mais il a mis aussi en valeur l'agriculture, pour toujours à travers ses films. Et il a, à cette époque, amené l'agriculture à innover. C'est ce que nous continuerons à faire. L'agriculture et l'ITA de la Pocatière font partie de notre ADN. Mais notre ADN évolue et c'est exactement ce que propose la création de l'ITAQ. Une évolution des façons de faire, des investissements en formation et en recherche dans la région et de l'innovation des méthodes pédagogiques deviennent aussi possibles. Au cours des dernières années, on a vu l'ITA ralentir et perdre un peu de son lustre, faute d'investissement. Je suis convaincue que la constitution de l'ITAQ sera positive pour les étudiants, mais aussi pour la région. Hier, je rencontrais d'ailleurs un ancien élève qui me disait que les voyages l'avaient plus formé que son apprentissage à l'ITA. Ça doit changer. On doit pouvoir dire que l'ITAQ au Québec forme les meilleurs agriculteurs à la fine pointe de toutes les technologies. La mise en place de l'ITAQ montre des changements positifs, puis je vous explique pourquoi. D'abord, la création d'un conseil d'administration hautement compétent et formé avec des gens d'une excellence quand même remarquable. André vous en a fait la démonstration tout à l'heure. Avoir un conseil d'administration dans une organisation, ça permet une démocratisation des décisions, puis ça permet aussi d'avoir une meilleure marge de manœuvre que si c'était au ministère.
la nomination d'une équipe de gestion partagée entre les deux campus est reconnue dans la convention qui forcera à innover dans les façons de faire. L'équipe nommée donne déjà beaucoup d'espoir avec Mme Issa et Monique aussi. Les messages aussi ont été passés hier. On a eu de très belles rencontres avec le président du conseil d'administration et la directrice pour dire que la Pocatière est un des pôles incontournables de cette nouvelle école. L'autre élément aussi qui fait que la Pocatière sort gagnant, c'est qu'il y a une volonté d'innover et d'évoluer dans les approches pédagogiques. Il y a déjà des équipes ici que j'ai rencontrées à quelques reprises, des enseignants formés et passionnés qui veulent transmettre leurs connaissances aux élèves. Puis ça n'a pas de prix. Il faut continuer dans ce sens-là. Puis il faut renforcer aussi cette approche. Finalement, André en a parlé en toute fin de son discours des investissements majeurs dans les infrastructures des deux campus. Et Dieu sait que la Pocatière en a besoin. Je pense que c'est un signe indéniable que la Pocatière est là pour rester. J'ai envie de vous dire, tournons-nous vers l'avenir. L'ITAQ propose une approche renouvelée de l'enseignement agricole qui permettra à la Pocatière et à Saint-Hyacinthe de rayonner ensemble pour le bien de nos agriculteurs et le développement de notre territoire. Pour moi, avec l'annonce qui est faite aujourd'hui, nous nous renforçons comme région dans cette approche car le campus aura accès à plus de moyens et d'expertise en plus de participer à un rayonnement plus large de l'agriculture ici et ailleurs. Et travaillons ensemble à saisir les opportunités que nous offre ce changement positif. Merci et bonne journée. Merci, Mme Proulx. J'invite maintenant Mme Aïcha Issa, directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, à prendre la parole. Merci. Merci de m'avoir invité. Je suis très fière d'être ici avec vous. C'est un privilège, c'est un honneur pour moi d'être la première directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Je n'ai pas préparé un long discours. Demain, je commence mes fonctions, mais demain, c'est aujourd'hui. Demain, c'est aujourd'hui pour l'ITAQ, l'Institut de technologie agroalimentaire, notre vaisseau amiral sur l'enseignement pour l'industrie agroalimentaire au Québec. Ça fait plus que 20 ans. Puis, Monsieur Lamontagne, Mme Proulx l'ont répété, ça fait plus de 25 ans qu'on attend ce moment-là, que l'industrie attend ce moment-là, de se doter d'une structure qui assure l'autonomie de l'enseignement agroalimentaire au Québec. Donc, ça fait avec toutes ces années qui sont passées, évidemment, il y a eu des espoirs, il y a eu des rêves d'avoir une institution qui couvre tous les besoins de l'industrie agroalimentaire. Il y a eu aussi des craintes que ça fasse du sens avec ce qu'on est, chacun individuellement. M. Lamontagne l'a expliqué. Pour moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans l'agroalimentaire du Québec. C'est une passion pour moi. J'ai été une ambassadrice dans toutes les régions du Québec. Ce qui fait du sens pour moi, c'est de faire le lien entre les désirs individuels de chacun des membres de l'équipe de l'ITA, l'ITA de Saint-Hyacinthe, l'ITA de la Pocatière, créer un sens et créer une valeur qui dépasse les valeurs individuelles et qui crée une mobilisation au sein de l'institution. On veut servir l'industrie avec notre mission qui est plurielle, une mission d'enseignement, une mission de formation continue, de transfert de connaissances et de service aux industries. Cette mission va se faire en répondant aux enjeux de l'industrie, aux besoins de l'industrie, qui sont des besoins, comme Mme Proulx l'a nommé, d'innovation, de technologie, de voir grand, de voir une industrie qui est plurielle avec des industriels de grande échelle, une production de grande échelle, une production de proximité. L'économie circulaire en fait partie. L'agro-environnement en fait partie. La durabilité en fait partie. Et je pense que tous ces enjeux-là peuvent être adressés dans l'enseignement. On a une directrice, Monique, que j'ai rencontrée à quelques reprises, qui est exceptionnelle. Et avec elle, je pense qu'on va réaliser des gros défis. On va relever des gros défis dans l'industrie au niveau de l'enseignement. Au niveau de la formation continue, on est là. On est là avec 2 écoles qui sont enracinées dans leur territoire physique, mais on est aussi au-delà des territoires physiques parce qu'aujourd'hui, l'enseignement n'est pas seulement physique, il est également virtuel. Donc, on va occuper tous les espaces qui sont disponibles pour diffuser cet enseignement-là. Dans le bas du fleuve, il y a des fleurons qui sont connus jusqu'au Tour de France. Je ne vous citerai pas de marque. J'espère qu'avec l'agroalimentaire, on va porter l'industrie agroalimentaire à un autre niveau et l'enseignement à un autre niveau. Faire en sorte que les gens qui enseignent et les gens qui sortent d'ici soient fiers. On a plus de 1200 finissants par année, je crois, si mes statistiques sont bonnes. Mais on a également toute une génération, plusieurs générations. J'ai eu des mentors personnellement qui sont passés par l'ITA
Mon président a passé par l'ITA, ses parents ont passé par l'ITA. Donc, il y a plusieurs ambassadeurs à travers le Québec qui sont passés par l'ITA. Et j'espère qu'ils vont tous se mobiliser, se retrouver dans cette nouvelle structure-là et porter tout l'enseignement, la passion qu'ils ont, la passion que nous avons, nos rêves qu'on a dans cette nouvelle structure qui est l'ITAQ. Alors, pour finir, je n'ai pas de discours préparé en soi, mais j'aimerais inviter tous mes collaborateurs de l'ITA de Saint-Hyacinthe, l'ITA de la Pocatière, parce qu'on est une ITAQ aujourd'hui. Donc, la game a changé. C'est l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec qui va faire la place pour tous ces grands défis qui nous attendent. Donc, on se donne la main, on définit nos aspirations personnelles, on fait un lien avec l'ITAQ, puis on répond à l'industrie. Merci. Merci, Mme Issa. Pour terminer, j'invite M. Alain Chalifou, président de la laiterie Chalifou et président du conseil d'administration de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, à prendre la parole. Bonjour à vous tous. Bonjour, chers Itaciens et chères Itaciennes, parce que moi, je me suis un ancien Itacien et on est Itacien toute notre vie, Itacienne toute notre vie. Que ce soit quand j'allais à l'ENIL, à l'École nationale d'industrie laitière à Poligny, ou en Allemagne, partout ce que j'ai fait en Suède, au Danemark, on était des leaders, nous sommes des leaders, et nous serons les leaders de demain. Avec une équipe comme on a là, on ne peut pas faire autrement. Monsieur le ministre, merci de me faire confiance. Quand on m'avait appelé, j'ai relevé le défi, j'ai eu le goût de le faire. Avec moi, l'équipe, avec Aïcha et le conseil d'administration, on a même des gens du conseil d'administration qui viennent de la Pocatière, dont M. Lavoie et Mme Gagnon, qui est d'origine ici. Vraiment, là... Hélène Raymond. Hélène Raymond, excusez, Mme Raymond. Vraiment, là, on a une équipe formidable qui s'en vient. Écoutez, il faut absolument... le trouble de main-d'œuvre qu'on a, c'est clair. Ça passe par la formation, le transfert technologique. On n'a pas le choix. C'est là, les gens de demain, la relève de demain passe par la formation qui est l'ITA. C'est là et avec les outils que M. le ministre va nous donner, on va pouvoir passer à travers de l'assiette, de la terre à l'assiette, c'est la façon de faire. On a vraiment on a une terre agricole riche, on a des transformateurs à tendre, ça fait longtemps. Les transformateurs alimentaires et laitières. Je peux en parler. J'ai un exemple. J'étais président du Conseil des industriels laitiers du Québec jusqu'en avril dernier. J'étais 3 ans. Et ce qu'on demande, c'est... On a besoin de former les leaders. Le 4.0, c'est important, ça, au niveau de la transformation. Il faut qu'on soit là pour demain. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, M. le ministre. Il s'agit juste maintenant de se relever les manches, puis de travailler. Puis cet été, je pense qu'on va commencer. Puis on a un CA qui s'en vient prochainement ici à la Pocatière. Notre premier. Merci. Merci. Merci, M. Chalifou. J'invite maintenant M. Simon Bachand à venir animer la période de questions. Bonjour tout le monde, merci d'être ici avec nous. Alors, on est prêt à répondre à vos questions. Je demanderai, s'il vous plaît, de rester sur le sujet de l'annonce de ce matin. Et s'il y a un désir pour avoir des entrevues individuelles après coup, il y a effectivement une envie pour nous de faire ça aussi. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de nommer votre nom et le média pour lequel vous travaillez. Monsieur Levac, ici. Bonjour tout le monde. Monsieur Chalifou vient de parler de formation, nécessité de la formation pour combler une lacune importante actuellement de main-d'œuvre à travers l'ensemble de l'industrie agroalimentaire. Je pars de 2 exemples. L'ITA va offrir à compter de septembre 2 nouvelles formations. Chef de culture en sériculture, d'une part, puis d'autre part, formation en fabrication de produits laitiers, tout particulièrement formation fromagère. Ces cours-là ne s'adressent qu'à des personnes qui sont déjà dans le milieu. Par extension, là, qu'est-ce qui sera ou pourrait être fait
à l'ITA ou par l'ITA pour justement aller recruter davantage de main-d'œuvre, non pas simplement, ce qui est essentiel aussi, là, mais non pas simplement ajouter ou perfectionner des gens qui sont déjà dans le milieu, mais aller en chercher davantage parce que la pénurie, elle est énorme. Merci, M. Levac. Salutations. Bien, première des choses, je suis heureux que vous souligniez la mise en place de ces deux formations-là. D'ailleurs, il y en a une où M. Chalifou a été un partenaire avec Mme Lambert pour créer l'AEC au niveau de la transformation laitière. L'importance d'améliorer les qualifications des gens qui sont en place. Là, au départ, là, ça, c'est quelque chose qui est connu. Puis, si nos gens sont compétents aujourd'hui, pour faire face aux défis de demain dans le secteur agroalimentaire, bien, ils vont devoir être encore plus compétents. Alors, c'est de s'assurer qu'ici, à l'ITAQ, là, on se donne les moyens et les outils de faire en sorte que les gens qui sortent de chez nous sont très compétents. Ça, c'est première des choses. Après ça, il y a toute une question de pouvoir d'attraction. Il y a une question de valorisation des métiers dans le secteur agricole, dans le secteur agroalimentaire. Je ne vous dirais pas que l'ITAQ va prendre sur ses épaules de valoriser tous les métiers partout et tout ça. Là. Elle ne prendra pas ça sur ses épaules, mais de par, je vous dirais, la qualité de ce qui va se faire, de par les partenariats que l'ITAQ va pouvoir faire, de par le rayonnement qu'elle va chercher dans un premier temps à apprendre à faire, puis qu'elle va réaliser au fil des années, bien, ça va certainement contribuer à améliorer, si on veut, le pouvoir d'attraction du secteur agroalimentaire, des jeunes, des gens qui vont être disponibles dans nos sociétés là, pour venir s'investir dans des formations agricoles et agroalimentaires. Puis parallèlement à ça, bien, Aïcha en a parlé rapidement, mais toute la question de la formation continue, la formation d'être capable de capter des gens qui sont engagés, qui ne sont pas nécessairement des étudiants qui sont ici ou qui veulent venir fréquenter nos institutions, mais qui sont engagés dans leur quotidien à différents niveaux dans le secteur agroalimentaire, de leur donner au fil du temps des outils, des moyens pour devenir meilleurs, plus intéressés, plus intéressants, puis eux autres aussi être capables d'attirer des gens autour d'eux. Là. Alors, c'est un processus qui va se faire dans le temps, là, mais c'est certainement les directions vers lesquelles ça pointe. J'aurais une petite question supplémentaire pour Mme Issa. Vous entrez en poste, Mme Issa, je ne veux pas vous pousser au pied du mur et vous engager dans des voies avant que vous ayez passé tous les dossiers en revue, je présume. Mais quand même, M. le ministre vient de parler de rayonnement de l'ITA. Il est essentiel d'intéresser davantage de gens. L'ITAQ. Ah, ITAQ, excusez. Je suis un peu défendu. Donc, l'ITAQ, son rayonnement, est-ce qu'il y a lieu, selon vous, et là, je vous le pose dans la limite de jusqu'où vous pouvez aller à ce stade-ci, est-ce qu'il y a lieu, selon vous, de moderniser un petit peu l'approche de sensibilisation de la population générale, des jeunes, des gens qui voudraient aller chercher des formations particulières en agriculture et en agroalimentaire? Je vais vous conter une histoire. Moi, je suis arrivée au Québec en 92 et j'ai commencé, je m'en allais sur les marchés des capitaux, finir mes études. Puis finalement, j'ai décidé d'aller en agriculture parce que c'est une industrie où je trouve que les relations sont vraies, la dynamique est vraie, on travaille avec la terre, puis c'est vraiment vital pour chacun, pour la population, pour l'occupation du territoire. Et quand j'ai annoncé ça à ma famille, ils m'ont dit « Ah, l'agriculture, c'est comme... Il n'y a rien d'autre que tu peux faire que l'agriculture. » Donc, il y a effectivement un revampage pour montrer à quel point l'agriculture est essentielle, est importante. On l'a vu avec la pandémie, c'est un secteur qui est essentiel. Les gens ne savent pas forcément comment ça fonctionne, donc ils ne peuvent pas forcément être intéressés à ce qui se passe dans l'agriculture et savoir, oui, j'ai envie de m'investir. Je pense qu'il y a un travail de revampage, d'information, de sensibilisation à jusqu'où on a comme impact, nous, membres de la communauté de l'écosystème agroalimentaire, sur la vie au quotidien des gens. Donc, je pense que on a une nouvelle structure qui est l'ITAQ. On a une autonomie sur notre façon de travailler. Il y a une période de transition qui va se faire pour qu'on s'approprie notre nouvelle structure, qu'on ait les outils qu'il faut pour travailler. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir un travail effectivement d'attractivité, d'attraction de nouvelles personnes qui sont intéressées, qui vont s'intéresser à l'agriculture. On le voit déjà.
Donc, préoccupation sur le contenu, bien sûr, mais sur le contenant également. Sur la forme et sur le contenu, puis donner du sens. Les gens ont besoin. On sort de la pandémie avec une quête de sens et on le voit dans le repli des citadins vers les régions. Et je pense que ça vient nous donner, un terreau qui est fertile pour qu'on puisse semer la graine de l'intérêt pour le secteur agroalimentaire et l'éducation agroalimentaire. Puis je rajouterais, M. Levac, avant la pandémie, lors du congrès de l'UPA en décembre 2019, à un moment donné, dans mon allocution, j'avais parlé de ma grande crainte devant cette fracture-là qui semblait croître entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. Que les gens soient de plus en plus loin l'un de l'autre puis ne comprennent pas. Tu sais, ultimement, ce que l'un et l'autre fait puis comment un contribue à l'autre. Et puis, à l'époque, j'avais comme lancé un défi puis j'avais dit aux gens qui étaient dans la salle, écoutez, c'est notre rôle. Tout ce qu'on peut faire, toutes les opportunités qu'on peut mettre en place pour chercher à rapprocher ceux qui produisent de ceux qui consomment, pour qu'ultimement de nourrir un lien de confiance entre les deux. Il fallait vraiment tout faire en œuvre pour le faire. Puis la pandémie, la beauté de ce que ça a eu, parce qu'honnêtement, ça a été une tragédie des individus, les communautés, les entreprises, puis on est encore là-dedans, mais s'il y a une bonne chose pour notre secteur, c'est qu'en l'espace de quelques semaines, l'attrait ou la conscientisation des consommateurs et des consommatrices du Québec pour l'importance du secteur agroalimentaire a comme explosé. On aurait voulu, comme secteur, dire, là, OK, on va mettre plein de millions ensemble, là, puis on va faire de la publicité pour chercher à rapprocher les consommateurs des producteurs. Puis on aurait investi des dizaines et des dizaines de millions et jamais on aurait réussi à avoir un changement comme on a eu depuis un an. Alors, ce qui est important, c'est de capitaliser sur ce changement-là. Tu sais, Aïcha parle de l'importance de donner un sens. Elle parle d'un terreau fertile. Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une situation pour l'agroalimentaire au Québec que, écoutez, moi, je ne m'intéressais pas beaucoup à ça avant d'être ministre. J'ai eu des supermarchés dans les années 80-90, mais je n'étais pas connecté sur l'agriculture puis l'importance de l'agriculture puis la transformation alimentaire comme je le suis aujourd'hui. Mais on a vraiment une opportunité. Je ne sais pas si on a déjà eu une opportunité comme ça dans le passé. Alors, c'est certain qu'il y a des gestes qui vont être posés ici. Puis ça va être un véhicule, l'ITAQ, pour contribuer encore à rapprocher encore davantage ceux qui produisent puis ceux qui consomment, puis au bénéfice de la prospérité de tout notre secteur, là, puis de nos territoires. S'il n'y a personne d'autre au micro, j'en aurai une dernière pour M. Chalifou. Peut-être ajouter à ce qui vient d'être dit, les consommateurs davantage sensibilisés à l'agroalimentaire, à la proximité, la nécessité d'une autonomie alimentaire, de proximité, etc. Bon. Mais cette conscientisation-là, la sentez-vous jusque dans l'intérêt des gens pour aller travailler dans le milieu agroalimentaire? C'est bon. Bien franc avec toi. Les dernières années, peut-être pas les dernières années, peut-être pas il y a 10-15 ans, là, c'était une faiblesse. Mais là, avec ce qui s'est passé avec la pandémie, je dois te dire que les gens commencent à s'intéresser de plus en plus de qu'est-ce qu'ils consomment. Ils font, moi je peux vous le dire, là, on l'a vu flagrant dans les transformateurs alimentaires, là, quel que soit laitier, viande, tous les transformateurs alimentaires, les gens sont beaucoup plus conscients. Ils regardent vraiment de plus en plus. Donc, ce qu'il faudrait juste faire, il faut juste nous autres, là, avec Aïcha et son équipe, là, de prendre ça, le bal au bon, puis de montrer qui nous sommes, puis où on est, puis qu'est-ce qu'on peut offrir. Et ça va suivre. Ça va suivre. Chez vous, pas Savoura, mais Riviera, Chalifou, demain matin, vous pourriez engager combien de gens? Ah, mes vieux. Nous, on nous en manque 26. Fromagerie Belle, qui est attachée à nous, qui font le Mani Babybel, il n'est pas importé, là. Eux, il en manque, je pense, 40. Il manque environ proche 1000 fromagers au Québec. Puis la formation qui s'en vient en poste, qui va commencer en septembre des AEC,
peut-être la petite chose que j'aimerais dire, expliquer, c'est pour des gens qui sont déjà dans l'industrie, mais c'est des gens qu'on va envoyer qui sont arrivés, qui n'étaient pas pantoute dans cette industrie-là. Autrement dit, on doit les envoyer à l'ITAQ pour se faire former, pour arriver à l'usine prêts. Parce que ils n'avaient jamais pensé que les humains consomment 3 repas par jour. Tu sais, bien souvent, mais là, c'est découvert. Mais quand on engage, nous autres, bien, c'est des gens qui viennent pas... Mais là, au moins, on va avoir un programme pour les envoyer, pour les former adéquatement. Mais écoutez, il en manque, c'est clair. Puis il en manque, puis de plus ça va, plus que les gens consomment des... Écoutez, il y a 85 entreprises privées en laitier au Québec, dont 65 petites fromageries. Pouvez-vous imaginer? Donc, on est les leaders canadiens. Puis, il s'agit juste maintenant de les former, puis former les gens. Parce que c'est comme un peu les microbrasseries aussi, c'est la même chose. Comment ça pousse, les microbrasseries, comment est-ce qu'il y en a dans le bout? Bien, regarde, c'est la même affaire, là. Puis que les jeunes, ils ont des idées, mais là, après ça, il faut juste les former. Puis, un coup qu'ils sont bien formés, je pense que ça va amener une qualité de demain qu'on va avoir. Ça va être intéressant de voir la qualité de produits. On a des produits vraiment dans le domaine laitier là, et toute transformation, quelle que soit alimentaire. Maintenant, on a vraiment des qualités supérieures là, au Québec. J'en suis très fier de tous les produits alimentaires transformés à partir de produits frais et de produits de la culture vraiment adéquate. Merci. Merci, M. Levac. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aussi simple que ça. Bien, s'il y a un désir pour avoir des entrevues individuelles, il suffit de venir me voir, puis on va coordonner tout ça. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci beaucoup.